Xavier. Moi, je suis obligé de dire l'Espagne. Mais oui, le vainqueur de évidemment, un peu de romantique, voilà, c'est important. Parler ballon sérieusement, sans se prendre au sérieux, même pendant l'Euro, c'est toujours mieux. Bienvenue dans un nouvel épisode du Clubhouse Football Time. C'est un bonheur, un plaisir d'être avec vous. Il nous reste 2 épisodes avant la fin de la saison. Vous allez d'ores et déjà nous manquer, ça c'est sûr, c'est certain. Et puis comme d'habitude, on va présenter nos chroniqueurs. Je ne dis plus aussi piquant que délicieux, mais magnifique. Et comme d'habitude, il a sorti le polo. Xavier, comment ça va? Ça va pas mal et toi, ça va? Très bien, tu le vois, on est en forme, beaucoup d'énergie, parce qu'on va parler évidemment aujourd'hui des demi-finales de l'Euro. On va parler aussi de la Belgique, comme à chaque fois. Il y a des choses à dire, plein de sujets qu'on a abordés et des sujets qu'on n'a pas eu le temps d'aborder la semaine dernière. Thomas a un peu mordu sur sa chic. Ouais. Cette fois-ci, il va avoir le temps. Bonjour Thomas. On n'a que 35 minutes, hein, donc avec ce temps, on peut pas toujours tout dire, mais du coup, on va en profiter aujourd'hui d'en parler un peu. Yes, comment ça va Thomas? Tout va bien? Très bien. J'ai hâte de voir la finale de cet Euro parce que pour le moment, là, depuis les 8e de finale, on voit pas du beau football. Ouais. Donc j'espère que la finale sera à la hauteur. Ouais, c'est un peu la lumière contre l'ombre, hein. Le football contre l'anti-football. C'est aussi une question de philosophie et malheureusement, on a un peu compris que durant cet Euro, l'enjeu a pris le pas sur le jeu, mais on va en parler parce qu'on va bien sûr, accueillir un nouveau chroniqueur ou en tout cas un invité aujourd'hui. Je suis très très content qu'il soit avec nous. Il est entraîneur personnel, on peut dire, de plusieurs joueurs professionnels, dont notamment l'international et star du Cameroun, Vincent Aboubakar. Il travaille notamment avec des pépites comme Vincent Burlet du LOSC. Et puis, il fait des contenus absolument fantastiques sur Instagram. Allez le suivre si ce n'est pas le cas. Monsieur Selim Demirci, a.k.a. SD Training, est parmi nous. Comment ça va? Tranquille, et toi, ça va? Ça fait super plaisir. Vraiment. Bienvenue. Et puis, merci. J'espère que tu vas pouvoir nous apporter aussi ton petit œil d'as du football, ou en tout cas, je dirais d'homme de terrain, parce que c'est ça, en fait, ta qualité. T'es vraiment un homme de terrain, et puis on le sent dans toutes les vidéos, les reels que tu mets sur Instagram. T'as cette appétence aussi à faire apprendre aussi aux gens certaines choses. C'est ça. Ouais, mon but, c'est vraiment de partager ce que je vis au quotidien avec des pros et pouvoir, en fait, transmettre tout ce que j'apprends chez les pros à des jeunes, à des gens qui sont motivés, qui sont vraiment curieux de savoir comment évoluer, comment progresser. Et j'essaye de partager un maximum pour tout cela. Et donc, SD Training, ça part peut-être d'un Selim qui a voulu être footballeur ou pas? Si, t'as voulu quand même, à un moment donné, avant d'être devant la caméra, être sur le terrain, c'est une pensée que t'as eue? J'étais joueur, j'ai même joué avec Timothy Castagne quand j'étais au foot élite. D'accord. Avec qui on s'entraînait tous les jours. Je voyais vraiment son potentiel. Moi, j'avais pas la même formation. Je vais à plus des clubs de la région de Liège, Penn, tout ça. J'ai atteint la 3e division par chance avec le club de Visé quand il y avait des problèmes avant la faillite. Et en fait, j'avais cette motivation tout le temps de m'entraîner sur le côté. J'étais vraiment un bosseur. Après les entraînements, avant les entraînements, je faisais plus que les autres. Et puis, à un moment, j'ai fait le switch. Je suis passé plus de joueur, mais je suis passé coach. Et la transition s'est faite en fait avec les joueurs, donc des potes qui étaient Stéphane Omanga qui était en Italie et tout. Ils venaient s'entraîner avec moi, mais moi, je m'entraînais avec eux. Donc, j'étais même pas coach. Puis après, j'ai vraiment pris la casquette de coach. J'ai été me former. Et là, maintenant, ça fait 8-9 ans que je fais ça à temps plein. Tous les jours, je suis sur un terrain. Et si c'est pas en Belgique, c'est à l'étranger. Et je suis content de vivre de ça. Je suis content aussi de vivre de ma passion. Et pour moi, c'est le plus beau sport. Donc voilà, je profite. Mais t'as bien raison, il faut profiter, bien sûr. Et puis avant de passer dans Parole de supporter, je fais quand même une petite digression. On a vu que tu t'étais entraîné, ou plutôt que tu as donné quelques entraînements à Loïs Openda. C'est ça. On va aborder bien sûr le sujet de Loïs Openda parce qu'il sera très important, surtout au regard de notre sujet aujourd'hui. On vous le rappelle, dans Parole de supporter, la question sur X, anciennement appelé Twitter, était quel changement voulez-vous voir chez nos Diables Rouges en vue de la Coupe du Monde 2026? On va lire bien sûr vos commentaires, mais avant bien sûr la question sur Loïs Openda. C'est lui en fait le futur. Qu'est-ce que t'en penses toi? Pour moi, c'est même déjà un peu le présent, mais ça s'est pas passé cet Euro. Pour moi, le switch j'aurait dû se faire cette fois-ci, avec un peu plus de maîtrise, un peu plus d'anticipation de la part du coach, parce qu'on voyait des fois que Romelu, il était pas dedans, on voyait que des fois il était un peu cramé. Et voilà, il faut faire peut-être des changements plus tôt, ou peut-être lui laisser vraiment un match, parce qu'il y a des autres nations, il y a des grands joueurs qui ont été sur le banc aussi quelques matchs. Donc voilà.
Après, voilà, chaque coach a sa philosophie. Je sais que Romelu a beaucoup de place en équipe nationale. Il a un gros statut. Donc voilà, maintenant, peut-être ce sera pour la prochaine Coupe du Monde. Moi, en tout cas, Loïs, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. C'est un travailleur. On voit, moi, je le connais depuis depuis qu'il a 13 ans. Il était à Liège quand moi j'étais à Liège. Donc moi, j'arrivais au rendez-vous du match et lui jouait avec son équipe. Ils avaient des bons joueurs. Et lui marquait tout le temps. Après, il est parti au Standard. Et bon, son début de carrière a été un peu plus compliqué, mais une fois qu'il a été lancé, que ça soit en Hollande, que ça soit en France, maintenant en Allemagne, chez qui j'ai été l'entraîner aussi début de saison avant un match contre City et après un match contre le Bayern. Il a vraiment la tête sur les épaules. Je trouve que c'est un petit qui est vraiment très mature pour son âge. Je pense que c'est dû justement à ces complications qu'il a eues en début de carrière, qui fait que vraiment il s'est forgé en fait un mental. D'un point de vue technique, c'est quoi ses plus grandes qualités à Loïs Openda quand tu l'entraînes? Tu dis ok, qu'est-ce qui fait en sorte que pour moi c'est un joueur qui peut marquer ne serait-ce que même une époque chez les Diables Rouges? Pour moi, il a un très grand sens du but. Il a vraiment un altruisme. Parce que moi, j'étais au stade contre Bayern, contre City. Dès qu'il est lancé en profondeur, quand il a vraiment sa vitesse et ses contre un ou même dans des situations vraiment de contre, franchement, c'est un tueur en fait. Donc tu l'as vu contre le Bayern, tu l'as vu contre City avec le RB Leipzig, c'est ça? C'est ça, c'est ça, début de saison. Enfin, j'étais au stade, moi je l'avais jamais vu vraiment au stade, je l'ai entraîné, mais voir un joueur, en fait l'entraînement et le match c'est deux choses différentes. Il y a des joueurs à l'entraînement, ils sont très très forts, tu vois, je sais pas, tu leur fais des exercices devant le but avec que ça soit des duels à gardien ou quoi, ils vont te tuer ça, mais le match c'est autre chose, devant des supporters, devant des grosses équipes. Et c'est là que tu vois vraiment la capacité pour moi des grands joueurs. Et lui, je trouve qu'il a vraiment quelque chose de spécial qui pourrait faire en sorte que voilà la Belgique, dans ces grands moments-là, dans ces grands matchs, il pourrait vraiment faire la différence. On va y revenir au sujet Openda, mais bien sûr, on vous l'a dit, quel changement voudriez-vous voir tout simplement pour la Coupe du Monde 2026. On a un certain Nao qui nous dit un vrai rajeunissement. Il est temps de pleinement assumer que c'est une génération de transition et virer les anciens qui ne font que nous ralentir. Légende ou pas, KDB, Lukaku, Witsel, Castagne, c'est out. Il faut passer à autre chose et lancer des jeunes qui ont moins prouvé. Thomas, ça va un petit peu dans l'ordre d'idée de ce que nous, en tout cas, on a dit ces dernières semaines. Est-ce que ça va dans l'ordre d'idée de ce que tu penses? Bah déjà, 2026 c'est dans 2 ans, donc chaque joueur aura déjà 2 ans de plus. Donc les jeunes d'aujourd'hui, on seront déjà potentiellement plus matures, on seront déjà plus avancés dans leur carrière, donc auront probablement un niveau supérieur à celui d'aujourd'hui. Enfin, en tout cas, je l'espère. Ouais. Bon, comme tu le sais, moi je suis un pro Lukaku. Mais plus besoin de le rappeler, c'est un pro Lukaku, comme ça c'est mais moi je respecte, je parlais de Lukaku, mais je respecte, c'est un joueur qui a fait une grande carrière, même là, je veux dire, quand je dis que la transition, je dis, pour moi sur le terrain il faut être honnête avec le joueur. Quand le joueur n'est pas dedans, ou quand le joueur il fait pas un bon match, que ça soit peu importe qui, pour moi il faut penser au collectif. Après pour moi c'est quand je parle de Lukaku, c'est tout ce qu'il a fait même dans sa carrière, c'est un très très bon joueur. Je dis juste que pour certains matchs, pour certaines situations, quand je m'exprimais par rapport à Romelu. Non, mais je comprends, non, c'est pas du tout par rapport à toi, c'est parce que c'était depuis le début de l'Euro. Les gens critiquent beaucoup. Ouais, depuis le début de l'Euro, moi, je suis vraiment pro Lukaku dans chaque émission, donc ça n'a rien à voir avec ce que tu avais dit. Enfin, un petit peu quand même, mais je veux dire, non, mais quand je dis ça. Il est mignon. Quand je dis ça, c'est limite que quand il a parlé d'Openda, limite, je regrette un peu de pas l'avoir vu autant. Enfin, on l'a pas assez vu durant cet Euro, et je pense que ça, c'est le plus gros regret qu'on pourrait avoir sur cet Euro, parce que c'est vrai que Lukaku, il a presque jouer les 90 minutes par match. C'est vrai que on aurait pu le voir plus et c'est peut-être un des plus gros regrets dans cet Euro. Est-ce qu'on n'a pas tiré la quintessence de cette génération qu'on a dit dorée, qui est un peu une génération bonheur, Xavier? Est-ce que on n'a pas été au bout du potentiel? Est-ce qu'on n'a pas explosé déjà le plafond de verre et qu'à un moment donné, voilà, il faut laisser peut-être le fil des choses se dérouler? Si, potentiellement, en tout cas pour 99% de la génération, je pense juste pour moi, De Bruyne peut peut-être encore apporter quelque chose jusqu'en 2026, parce qu'il est quand même, il est pas vieux, enfin, à son poste, je pense que tu peux encore jouer 2 ans, mais c'est vrai que Carrasco ou autre, tout doucement, ils doivent laisser leur place, et font arrêter qu'on utilise juste les statuts pour faire jouer certains joueurs, parce que on parle de cette génération-là, mais Trossard, pour moi, c'est pareil. Il a joué beaucoup début de l'Euro, pourquoi? Parce que son club, c'est Arsenal. Il était toujours à Brighton, ça aurait été un autre qui aurait joué, et je pense que tous les statuts, on doit arrêter d'en tenir compte, et juste, les joueurs qui performent en club doivent jouer en équipe nationale
Et tout simplement, parce que prendre des remplaçants pour donner de l'expérience, moi, je suis bidule. Enfin, moi, je trouve que ça sert pas forcément à grand fausse en sélection. Et c'est vrai que, comme tu l'as dit, pour moi, la génération, elle doit tout doucement laisser sa place aux autres, sauf peut-être cas à part pour moi De Bruyne qui Lukaku. Alors non, peut-être Lukaku, mais avec pour d'autres. son expérience. Voilà, mais pas en titulaire, mais il doit être dans le groupe. Moi, de temps de jeu peut-être, ouais. ou comme Salim l'a dit, s'il est pas dedans, bah, le faire sortir plus tôt, puisqu'on l'a vu, comme il a dit, dans plein de grandes nations, ceux qui sont pas dedans, bah, il laisse un peu leur place pour d'autres, parce que tu penses d'abord à ton pays, à ta nation, avant ton statut personnel. Mais à part ça, sinon, je suis plus d'accord. On va abonder justement dans ton sens en lisant le commentaire de Carapils Pro League. Carapils, évidemment, c'est un habitué de l'émission, il aime venir faire ses commentaires, mais ça suscite toujours beaucoup de réactions, donc on le prend avec plaisir. Il nous parle directement de Charles de Ketelaar. Il a dit CDK, peu importe comment, peu importe où, il doit être le premier nom glissé sur la feuille. C'est approximativement le seul nom véritablement créatif qui nous restera, donc tout le système devra tourner autour de lui. Comme d'habitude, il est très radical dans ce qu'il dit, mais c'est vrai que sur le système et dans ce qu'il explique en termes de créativité, on voit pas un autre joueur capable de faire ce que Charles de Ketelaar peut faire potentiellement pour la Coupe du Monde 2026, Céline. Moi, j'ai pas beaucoup vu Charles cette année, enfin cette saison. Parce que tu regardes pas la Serie A et ça, c'est pas bien. En fait, je regarde que les joueurs que j'entraîne. Non, mais je regarde beaucoup les matchs des joueurs que j'entraîne. Après, un gros match, et celui que j'ai regardé, c'est contre la Juve en finale de Coupe, je pense. Et je regardais ce match-là avec beaucoup d'attention, surtout sur lui. Il a été un peu transparent. Je me demande s'il est pas même sorti à la mi-temps ou il est sorti très tôt. Et je me suis dit, c'est dommage parce que tout ce que j'entends sur lui, je sais qu'il a il a un gros potentiel pour devenir un joueur important. Et je me suis dit, il est passé à côté d'un gros match. Et au final, ouais, l'Atalanta a perdu ce match-là. Mais je sais pas, c'est une bonne question. Il faudrait que je regarde un peu plus précisément pour me donner un avis. Je vais pas donner mon avis alors que je regarde pas assez. Mais justement sur le changement, et ça va vous permettre d'abonder plutôt sur le question système, dans la créativité, dans le côté technique du jeu. Ce système à 4-3-3 avec des joueurs qui ne jouent pas dans leur position naturelle, est-ce que ça aussi, ça n'empêche pas le développement de l'assise collective de la Belgique? Ouais, pour qu'il y ait un collectif. Moi, je suis beaucoup sur l'individuel, donc bon, je me développe un peu sur l'aspect tactique et tout, mais moi, mon rôle, c'est vraiment de développer les joueurs. Bah, c'est sûr que si un joueur il est pas à son poste, ou il est pas à l'aise, ou il peut pas pleinement s'exprimer, le déplacer à gauche à droite, ça va pas le rendre meilleur. Et puis après, ça va pas le rendre non plus bon pour ce collectif-là, parce qu'il faut qu'il prenne ses repères, il faut qu'il sente un peu le jeu, et à ce niveau-là, en plus, moi les équipes nationales, je respecte beaucoup. Pour moi, c'est beaucoup plus dur qu'en championnat, parce qu'en fait, tu joues avec des joueurs avec qui tu t'entraînes même pas 1-2 semaines, et puis tu fais un match. Où tu t'entraînes, bon là il y a des prépas avant les grosses compétitions, mais c'est des matchs, c'est comme si tu vas jouer avec un gars que t'as pas vu pendant 6 mois, pendant 3 mois, tu dois savoir combiner, tu dois savoir avoir ce feeling là. Donc en équipe nationale, si en plus tu as déjà ça, ce manque de repères, plus le manque de cohésion dans l'équipe, c'est sûr que dans le jeu, ça va se ressentir. Thomas, est-ce qu'on repasserait pas un système à 3? Je vais juste rebondir sur ce qu'il vient de dire, parce que c'est exactement ce que je pense, mais il l'a tellement bien exprimé que je suis obligé de dire bravo, parce que vraiment, ça représente vraiment ce que je pense dans ma tête par rapport au fait qu'on est beaucoup trop exigeant avec les équipes nationales. C'est qu'on oublie que ces joueurs-là ne se connaissent pas durant la saison, ne jouent pas ensemble. Donc, le fait qu'il y ait pas la fluidité dans le jeu belge, il n'y est pas. On n'a pas vu ça, on n'a pas retrouvé ça. C'est par rapport au fait qu'il n'y a pas d'automatisme, qu'il n'y a pas de repère et que c'est comme ça. Je suis quand même obligé de donner un hic à ça. Il se voit quand même tous les 2 mois. Il y a des matchs de qualification, il y a des matchs amicaux, il y a une possibilité de créer une ossature. Et l'ossature, elle avait été, on l'a dit la semaine dernière, elle avait été créée. Je veux dire, l'assise collective, elle était claire, elle était connue, les gens le savaient, quels étaient les 4 de base. Et puis derrière, il y avait quand même des hommes qui devaient prendre le rôle de leader. Certains ont été un peu étouffés par ce rôle-là. On peut penser notamment à Madou Onana qui était un peu à gauche, à droite, qui sortait des échassières pour essayer de combler les espaces dans les trous, on l'a déjà dit. Et puis derrière, des joueurs qui n'ont pas répondu à l'attente. D'où cette nécessité de changement quand même, Thomas. Oui, ça je suis d'accord, je suis complètement d'accord qu'il faut changer et que je pense que le système actuel ne correspond pas aux qualités des joueurs qu'on a dans notre noyau, surtout quand on parle de Charles de Ketelaar, je le vois pas du tout dans un 4-3-3 avec la Belgique. Bien sûr. C'est impossible. Un Openda, je le vois pas dans ce système non plus. Donc a priori, ouais, il faut du changement, mais pas juste, c'est pas juste les joueurs, je pense que c'est le système
en général qui doit être changé et adapté au noyau actuel qu'on a en Belgique. Alors justement, sur X, anciennement appelé Twitter, j'ai fait une petite proposition. On pourra vous la montrer d'ailleurs à l'image. On s'arrangera avec la prod pour le faire. Un trio, plutôt je dirais un 11 de base avec un 3 défensif qui a fait énormément parler sur Twitter. Si tu ne me suis pas fait là déjà. Pas trop sur Twitter. Hein. T'es plus sur Instagram, bien sûr. C'est là où tu donnes les contenus. Mais en gros, pour venir à mon point, on a quand même l'impression qu'on a un besoin d'homogénéité dans le cœur du jeu et surtout d'avoir un peu plus de densité. Donc voilà, moi, ma proposition, c'était d'arriver avec un 3 défensif, avec des joueurs qui ont, par exemple, cette capacité de relance. On peut penser à Debast, on peut penser à Théâtre, qui vont jouer un peu plus haut et qui savent, et on le voit à chaque fois, les équipes qui fonctionnent bien. On peut penser notamment à Akanji en Suisse. Quand il faut casser des lignes, on a besoin de ces défenseurs-là qui vont permettre au bloc de jouer un petit peu plus haut et avoir, par exemple, sur le côté gauche, un Maxime de Kuiper, par exemple, sur le côté droit, Timothy Castagne, bon, je l'ai mis dans ce 11 de base là parce que pour moi, il semble être le latéral droit actuellement le plus armé à ce poste-là, mais avoir aussi un cœur du jeu qui va permettre peut-être d'être un peu plus défensif sur papier, mais quelque part, regarde les équipes qui gagnent dans les compétitions européennes, c'est toujours des équipes qui sont cohérentes et l'Espagne, bien qu'elle soit très offensive, joue avec un trio défensif, un trio de milieu de terrain qui potentiellement sont bien plus milieux centraux et défensifs que offensifs. Il y a aussi une question de cohérence à trouver et là se trouverait donc Openda et Charles de Ketelaar. Est-ce que tu peux l'interpréter de cette manière-là aussi, Thomas? Ça me fait penser justement au système que Martinez mettait en place et c'était le système qui correspondait au noyau actuel de la Belgique et on l'a toujours critiqué, mais au final moi je suis convaincu que Martinez c'était l'homme qu'il fallait pour cette équipe belge, mais bon maintenant il est plus là, il est au Portugal et il instaure le même système, même si ça n'a pas forcément marché dans cet Euro. Mais maintenant je suis complètement d'accord avec tes propositions et limite je préférais même un Castro Mendes qu'on a reçu ici qu'un Timothy Castagne parce qu'on en a parlé aussi. C'est un piston droit pur et dur, c'est pas un arrière droit, donc dans ce système-là, il serait parfaitement à sa place dans ce noyau belge. Donc oui, c'est ça, au détriment de la force individuelle du joueur, on pourrait mettre en place l'homogénéité collective et dire voilà, on met une primauté sur le collectif et l'animation plutôt que les qualités individuelles des joueurs, quitte à ce qu'ils ne jouent pas, tu vois ce que je veux dire, dans leur position naturelle, quoi, c'est ça. Par contre, on a un autre souci, c'est qu'on a des très bons ailiers en Belgique et du coup, où tu les places. Donc ce système est bon, mais tu as des Doku, des Bakayoko et des Luke Bakio, c'est des purs ailiers. Donc là, on a encore un problème, c'est que le système ne correspond pas à ces joueurs-là. Donc c'est ça. À force de mixer, faut trouver la bonne formule. Mais comme tu l'as vu dans l'autre panel, on peut changer en cours de match avec effectivement un Doku à gauche on peut toujours trouver et un Bakayoko. Mais encore une fois, un système à 3, ça se travaille pas de la même manière que ce que Tedesco a fait. Et puis au final, c'est ça le problème. En fait, aujourd'hui, le résultat du changement, il viendra par Tedesco. Est-ce que Tedesco en est fondamentalement capable, Xavier? Je pense qu'il doit changer sa vision de choses. Et comme on l'a dit, déjà de base, pour moi, un entraîneur, il doit s'adapter à son collectif. En club, c'est différent, tu peux faire les transferts et ramener les joueurs qui fonctionnent par rapport au dispositif ou du système que tu as envie de jouer. En sélection, tu prends, ok, t'as droit à tous les joueurs de ton pays, mais t'es quand même bloqué sur les joueurs qui à disposition à niveau. Donc, tu dois vraiment t'adapter aux qualités et aux forces et aux faiblesses de chacun de tes joueurs. Tu peux pas, j'ai envie de jouer à 4-3-3, mais t'as aucun joueur capable de jouer à 4-3-3, oublie ton 4-3-3, quoi. Joue en 3-5-2 ou autre. Tu vois, c'est la première chose que je pense Tedesco doit mettre en place. Regarder tout son noyau, tous les joueurs avec lesquels il a envie de jouer. Et puis après, trouver une composition qui fonctionne pour mettre tous les joueurs dans les meilleures des situations et qui puissent performer. Ouais. Et au fur et à mesure du temps, jusqu'en 2026, en 2 ans, s'ils se voient tous les 2 mois, normalement, les automatismes, tout doucement, ils devraient arriver, quoi. Pour avancer, toi, Selim, tu sens la nécessité d'une cassure dans cette équipe. Il y a l'obligation vraiment de ne plus être dans un entre-deux, entre la nouvelle et l'ancienne génération, mais être vraiment directement dans la nouvelle en se disant, quitte à ce qu'on perde des super talents, à un moment donné, il faut quand même qu'on puisse faire, je dirais, le pas, en fait, en avant, qui peut être un pas en arrière aussi d'un point de vue individuel, là, je le conçois, mais vraiment être dans un autre monde, en fait, se dire, ok, maintenant on passe à une autre étape et on referme définitivement ce magnifique chapitre qui nous a fait rêver avec des magnifiques joueurs comme Kevin De Bruyne, comme Romelu Lukaku pendant de nombreuses années. Non, moi je pense pas qu'il faut que ça se fasse de manière brusque, de manière comme ça. Ça va se faire avec le temps. On voit que maintenant il y a des joueurs qui petit à petit jouent moins ou bon, ils sont encore dans le truc, mais... Tu veux pas forcer le truc? Non, pour moi, ça se fait progressivement. Après, il y a des joueurs qui veulent plus venir en équipe nationale. Il y a des joueurs qui vont peut-être, je sais pas, ne plus être performants. Voilà, il faut pas les reprendre. Mais pour moi, se dire non, la Coupe du Monde, c'est dans 2 ans, on va tout changer et mettre des jeunes qui ont, pour moi, pas encore le niveau ou l'expérience ou la maturité pour jouer en équipe nationale. De là, c'est pas bon pour la confiance et c'est pas bon non plus pour l'image.
Je trouve que il faut que ça se fasse progressivement. Il y a des joueurs qu'on sait peut-être pas, mais ils vont faire 2 super bonnes saisons maintenant là, et ils vont être en équipe nationale et ça va être des très très bons joueurs. Il y a des joueurs peut-être là, on croit que c'est des monstres et puis dans 2 ans, ils seront complètement perdus de vue. Le foot, c'est quelque chose qui est tout le temps en mouvement et de là se dire, on va miser sur lui alors qu'il a que 19, qu'il a 18, qu'il a 20 ans et se dire en 2026, ça va être un phénomène. Moi, je vois pas les choses comme ça. Faut que ça se fasse progressivement, faut voir avec les joueurs voilà, qui performent et leur donner avec du mérite, quoi. Ouais. Il a complètement raison parce que c'est dans 2 ans, on est en 2026, c'est ce que je disais au début, c'est que les joueurs d'aujourd'hui et les joueurs qui sont même pas sélectionnés ont 12 ans de plus. Je pense notamment à un défenseur central comme Matthias Metz par exemple. Il signe à Genk. Ça, c'est une vraie pépite et un vrai prospect. Je suis d'accord avec toi. Dans 2 ans, je pense qu'il a 20 ans ou 19 ans aujourd'hui, donc il aura 21 ou 22, peu importe. Il aura déjà plus de maturité, plus d'expérience, donc on sait pas si il sera fait pour l'équipe nationale. Donc il y a plein de joueurs comme ça qu'on ne cite pas là aujourd'hui, mais qui seront potentiellement capables d'être titulaires dans une équipe de la Belgique. Voilà, et pour synthétiser les propos sur ce débat, on citera Jordan RSCL 7 qui nous dit une vraie discussion avec les cadres pour leur expliquer qu'ils auront moins de pouvoir dans le futur, voir s'ils acceptent la situation de faire une passation de pouvoir à la nouvelle génération et s'ils refusent, les écarter alors. Donc progressivement, c'est ce que propose Jordan. Il faut du changement et de nouveaux leaders, un nouveau cycle. Passons à présent au moment fort de la semaine, les 2 demi-finales, messieurs. On va commencer avec bien sûr Espagne-France. Grosse demi-finale, ce sera mardi soir. On va s'éclater. Ou pas, d'ailleurs. Est-ce qu'il va y avoir du jeu? Est-ce qu'il va y avoir du football? C'est le début, je dirais, avant d'arriver sur notre question, de la réflexion qu'on faisait en démarrant l'émission. Est-ce que c'est quelque part aussi l'enjeu qui a pris le pas sur le jeu dans cet Euro, Selim? Moi, je me faisais la réflexion, en fait, sur, justement, il y a beaucoup de gens qui critiquent sur les réseaux la qualité de jeu de l'Euro, qui critiquent les grosses nations. Ok, ouais, ça joue pas au foot ou, voilà, il y a pas beaucoup d'action, les matchs sont pas très attrayants. Mais je pense qu'on peut faire le lien avec la Champions League. Moi, je me faisais cette réflexion-là. Je me dis, ok, maintenant, pourquoi la Champions League devient de plus en plus tactique, l'Euro aussi, ça devient de plus en plus tactique. Mais en fait, c'est des matchs. Voilà, c'est des matchs. Tu gagnes, tu perds, tu sors. Et en Champions League, c'est la même chose avec Ancelotti. C'est pas un système, on va dire très waouh. Des fois, il faisait le dos rond, il se mettait. Et je me dis, en fait, c'est ça. Ce qu'il faut, c'est juste ne pas perdre. Arriver en prolongation et être préparé. Mais en fait, ces équipes-là, je pense que s'il y avait un championnat sur 30 journées et un champion qui était champion du monde ou champion d'Europe, ils joueraient pas de la même manière. Une espèce de championnat du champion d'Europe. En fait, pour moi, c'est des phases finales et un championnat, c'est différent. Et on peut pas comparer le jeu de la France ou le jeu de l'Angleterre avec une équipe comme City ou avec une équipe qui est belle à voir parce que c'est pas le même contexte. Il faut prendre le contexte, voilà, ces équipes-là, elles veulent passer. On a vu Dembélé, il a réagi, il a dit, nous, on s'en fout de ce que vous pensez. C'est comme ça qu'il a dit. Mais il a bien raison. Il a bien raison parce qu'au final, ce qu'ils veulent, ces équipes-là, c'est passer. La France, j'ai vu un truc comme quoi dans le jeu, ils n'ont pas marqué ou ça. Exactement. Au final, aucun but de plein jeu marqué par la France durant cette Euro. Ils sont en demi-finale. Et moi, je suis un compétiteur. Moi, j'aime bien les équipes qui, voilà, au final, ce qui est important, c'est le titre. Le contexte est comme ça. Et au final, ce qui marche, c'est ça. Commencer à faire du beau jeu, du Joga Bonito, si c'est pour pas gagner, pour moi ça sert à rien. Donc voilà, il faut voir le contexte. C'est triste, mais à Champions League c'est comme ça aussi, et lui maintenant c'est comme ça à l'Euro. Et alors Thomas, la Roja peut-elle faire exploser l'organisation de Didier Deschamps? C'est la question centrale. Qu'est-ce que t'en dis? C'est la seule équipe qui en est capable, je pense, aujourd'hui, parce que franchement, quand tu vois les matchs, défensivement, on va pas se mentir, la France c'est très solide, c'est potentiellement même la meilleure équipe dans cet Euro, aussi bien l'arrière droit, l'arrière gauche que les 2 défenseurs centraux et le gardien. Franchement, les 5 derrière, c'est très 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 costaud, et le milieu devant c'est très bon aussi. C'est juste offensivement que c'est un peu plus compliqué. Là, on en a parlé, 0 but marqué pour arriver en demi-finale. Si on avait fait ça, on aurait dit à Tedesco de pas marquer. Enfin, après on n'a pas forcément marqué beaucoup non plus, mais je veux dire, non, mais c'est un peu dommage pour le supporter neutre, hein. Franchement, on va pas se mentir, le supporter neutre, il se fait chier. Parce que depuis les demi-finales, j'ai pris beaucoup plus de plaisir à regarder les matchs de poule, un Turquie-Géorgie ou un, je sais pas, Slovaquie-Roumanie qu'un Angleterre, face, ils ont été éliminés par qui, j'ai oublié. Non, ils ont éliminé qui, l'Angleterre?
Slovaquie. Non, la Suisse. Non, la Suisse ici. J'ai pris plus de plaisir à regarder les matchs de poule que les matchs des huitièmes de finale et les quarts de finale. C'est quand même assez problématique, je trouve. Mais bon, en termes de niveau, c'est ça qui est dingue. C'est-à-dire qu'en fait, on a démarré sur les chapeaux de roue avec beaucoup d'intensité, beaucoup de fraîcheur, beaucoup d'enthousiasme des joueurs qui se mettaient en avant. Il se passait des trucs, même dans le scénario des matchs. On se rappelle du fameux Écosse-Hongrie où la Hongrie gagne à la dernière seconde. Il se passait des trucs, en fait. On vivait des scénarios. Et là, tu vois, en fait, que vraiment, on a senti que, quelque part, ils jouaient tous avec, cette espèce de plus qu'une fierté de représenter leur pays, j'ai envie de te dire, ils avaient peur, quoi. Il y avait vraiment une tactique, mais quelque part, il n'y a pas ce côté envie de gagner pour le plaisir de gagner. Il y avait vraiment cette peur de perdre qui est en train d'animer un petit peu tout le monde. À part, je le dis, la Roja qui a un système de jeu qui aujourd'hui est beaucoup plus, je dirais, vertical. On sent qu'il y a une volonté d'aller vers l'avant différente que l'époque Luis Enrique. T'as un football aussi qui est complètement novateur, je trouve, qui ressemble plus à la fameuse Furia Roja des années 2008, etc., de l'époque de l'Euro. Donc c'est pour ça que je pense personnellement qu'ils sont capables de le faire. Par contre, on rappelle, Xavier, t'étais le premier à l'annoncer, l'Espagne favori, je le répète. Félicitations encore. J'espère que t'as mis un petit euro. Évidemment, toujours la petite pièce qui vous reste après avoir acheté le sandwich. Mais voilà, il y a quelque chose à faire sans Carvajal, sans le Normand, sans Pedri, quand même. Pourquoi? Sans Morata aussi. Sans Morata qui ne sera pas, c'est confirmé. Ça reste un titulaire, toi qui apporte le capitaine de l'équipe, le titulaire, enfin ça. Alors l'info que j'ai, c'est que Morata sera quand même là parce que le carton jaune a été annulé par l'UEFA. Alors tant mieux. Voilà. Donc effectivement, Céline me confirme, c'est très bien. Merci monsieur. Merci les gars. Et donc du coup, est-ce que tu penses que il y a cette possibilité de faire déjouer malgré les absents l'équipe de France? Je pense que oui, parce que l'absence de Pedri, je trouve un Dani Olmo 20 fois plus fort qu'un Pedri, de manière générale. D'accord. Même un Pedri en forme, pour moi, Dani Olmo est beaucoup plus fort. Et par contre, un truc que j'ai envie de mettre en avant, c'est Nico Williams. Il joue du côté de Koundé. Et on a vu même lors de Portugal-France, en première mi-temps, Léao, franchement, Koundé, il l'a mis dans sa poche. Hein. C'est parce que le Portugal, il y avait personne dans le rectangle. Mais Léao, il a vraiment fait très très mal à Koundé. Et Nico Williams, c'est un peu le même style. Donc, si l'Espagne arrive à conclure, les occasions de ce côté-là, je pense qu'ils les auront. Après, c'est à eux de les mettre au fond. Mais voilà. Il a appelé à faire barrage à l'extrême droite. J'espère qu'il saura faire barrage à l'extrême gauche de Nico Williams. Parce que ça va être très très compliqué, effectivement. Quel joueur, hein, Nico Williams. Ça, incroyable. Dans le profil de Nico Williams, comment est-ce que toi, tu l'as vu? Tu as vu quelques matchs, tu vois un peu le type de joueur que c'est. Comment est-ce que tu le décris? Parce que il mélange un petit peu beaucoup de qualités chez les ailiers modernes. Mais lui, à la différence d'autres, on peut penser notamment à Jérémy Doku, il allie l'efficacité à ses gestes, à ses gris-gris. Pour moi, lui, il a le profil, bon, j'exagère un peu, mais pour un futur ballon d'or, il a une finesse, il a un crochet, il a un truc vraiment, une créativité, même une intelligence de jeu, parce que si tu vois même ses dribbles, c'est pas quelqu'un qui dribble. Il va le faire avec intelligence, ok, il va jouer. Ou ok, il n'y a pas d'espace, je vais jouer. Mais quand il provoque, quand il fait la différence, c'est toujours au bon moment. Et même, je vois ses qualités de contrôle, même je vois son intelligence de jeu. Je dis, il fait tout tête levée. Il a vraiment pour moi, un profil pour moi pour devenir un très grand joueur. Et en plus, du début à la fin, il est jamais fatigué. Athlétiquement, que ça soit vitesse, explosivité, il répète les efforts, mais avec beaucoup de lucidité. Et on peut comparer ça avec Vinicius et pour moi, il est vraiment, il est très très fort dans son style de jeu. Est-ce qu'on va avoir une configuration de match similaire à celle qu'on a vue contre le Portugal et la Belgique en début de match, par exemple? Est-ce que les équipes vont s'attendre, Thomas? Ou alors tu penses qu'il va y avoir quand même une Espagne qui va proposer quelque chose en début de rencontre? Ouais, j'espère qu'on n'aura pas les mêmes configurations que les matchs face à la Belgique et le Portugal. Sinon, on va encore se faire chier. Non, je pense qu'on peut vraiment compter sur l'Espagne pour créer du jeu, pour aller vers l'avant. Je pense qu'ils vont garder leur système de jeu et leur stratégie, leur tactique. Donc non, je pense que le ballon sera pour les Espagnols. Et ce sera à eux d'être efficaces. Et j'espère que la Chata Dédé ne sera pas ne sera pas à nouveau présente. Ce sera pas d'actualité. Parce que là, absolument. Là. Non, mais c'est vrai. Et puis, du côté de la France, on attend toujours le retour de Mbappé. En tout cas, le retour sur terrain vivant, parce que plutôt l'impression que c'est un zombie. Honnêtement, on doit aussi prendre en considération son masque. Je pense, c'est pas pour donner un excuse, parce que je suis je suis très fan de la qualité du joueur, mais du personnage, non. Mais je pense que vraiment, le masque, ça doit vraiment être gênant pour un joueur. Je sais pas si tu peux en témoigner.
Je pense que non, mais je pense que c'est une gêne parce que tu sais que t'es blessé et que si tu reçois un autre coup, bah, ça peut trop, je pense que c'est une crainte, c'est une peur qu'il a et je pense qu'il est pas à fond dans cet Euro par rapport à ce masque vraiment. Et puis il y a eu ce ballon qu'il a reçu en rebond de Bernardo Silva qui lui a fait du mal. J'ai plutôt l'impression qu'à un moment donné, quand tu ne vois rien avec un masque, que t'as mal, etc. Ben en fait mon copain laisse ta place sur le banc quoi. Ouais, tu mais vois, tu peux pas mettre ben ouais, c'est Mbappé, tu peux pas le faire. Je suis d'accord avec toi, t'as tout à fait raison. Ceci dit, dans une logique sportive et dans une logique de ce qu'est en fait en réalité un collectif, eh bien je suis désolé, Mbappé il doit être sur le banc. Je sais pas si t'es d'accord, Céline. Ouais, mais en fait, il est tellement fort qu'on peut pas le mettre sur le banc. C'est bon, j'ai compris l'argument. Non, parce qu'on peut faire le lien avec Lukaku, on va dire, sur le fait qu'il était pas bon, il fallait le sortir, et là, Mbappé est pas bon, il faut le sortir. Mais je pense que Mbappé, lui, il a une autre, pour moi, il a un rôle vraiment en équipe nationale de leader technique, mais aussi psychologique, tu vois, il a quand même une présence. Et moi, pour moi, c'est un des meilleurs joueurs à l'heure actuelle. Il a tout ce qu'il a fait avec la France, que ce soit dans les grands moments comme à la Coupe du Monde. Pour moi, il faut le laisser. Après, je suis d'accord qu'il est pas là encore. Mais après, même le système avec les attaquants, là, les Thuram, les Kolo Muani et tout, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose quand même il y a pas cette cohésion, ce petit truc en plus qui fait que lui, il est vraiment à l'aise. Il vient beaucoup décrocher, il se met beaucoup à l'arrêt, tu vois. J'aime pas le voir comme ça. Moi, j'aime bien quand il est en mouvement, qu'il combine, que, tu vois, il accélère, qu'il prend la balle au pied, qu'il l'élimine. Mais là, on le voit plus comme, voilà, on dirait un peu un joueur de 8, là, comme ça, il joue, il dribble, il se met à la race. Voilà. Moi, j'aime bien quand il est en mouvement, qu'il provoque, qu'il est dynamique. Et on le voit pas pour l'instant comme ça. Mais son meilleur match, c'était face à la Pologne. Et c'était en tant que neuf, et c'était aux côtés de Barcola. Et les deux, quand ils jouent ensemble, c'est très fort. Et Barcola, il doit être titulaire dans cette équipe de France. Et de toute façon, ce sera un titulaire à part entière, enfin, à coup sûr dans les années à venir, parce que c'est un excellent joueur. Et le fait qu'il ait cette complicité avec Mbappé, déjà en club et de manière générale, pour moi, je pense que ça aurait dû être, il doit faire partir du 11 de base avec, malheureusement, Mbappé en neuf. C'est pas sa position préférée. Mais à l'heure actuelle, c'est ce qu'il devrait faire. Mais tu vas voir que c'est trop offensif pour Deschamps. C'est beaucoup trop offensif. Sûr. Pour lui, c'est au revoir, au secours, on va pouvoir peut-être se faire prendre dans le dos, ça va être un danger, au secours, machin. Du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous replacer Rabiot parce qu'il était pas là. On le rappelle, il était suspendu lors du match contre le Portugal. Et puis, il va nous mettre Griezmann. Puis bien gentiment, il va dire à Mbappé, bon, bah, essaye de faire 2-3 trucs. Sinon, ça va être sympa. On va mettre Kolo Muani. C'est ça, en fait, la France de Deschamps aujourd'hui. C'est gagner à tout prix, mais quelque part, il nous rappelle le Catenaccio des années 80, quoi. Ouais, mais je suis pas certain qu'il va mettre Griezmann parce que Griezmann, c'est quand même catastrophique depuis le début de l'Euro. Ouais. J'y crois pas trop. Je pense qu'il va faire des changements. Mais Griezmann, il ose faire des choses qu'il fait pas avec Mbappé. Ça, je le remarque. Ouais, mais je pense qu'il va quand même. C'est le vice-capitaine Griezmann, c'est pour ça que je le dis. Ouais, peut-être, oui. Soi-disant, on a annoncé qu'il serait sur le même pied d'égalité, mais quand même que Mbappé allait avoir le brassard. Aujourd'hui, on voit qu'il y en a un qui est sur le banc et qui a été sur le banc et qu'on ose mettre sur le banc et un autre où c'est un peu plus compliqué, quoi. Mbappé sur le banc, c'est impossible, c'est impensable. Tu peux pas faire ça. Un petit prono, Thomas? Bah, je pense que, même prono depuis le début, c'est catastrophique, mais. Non, mais sur ce match, je veux dire, comment est-ce que tu vois la rencontre se dérouler? Comme je disais, je pense que l'Espagne va prendre les choses en main, ils vont aller vers l'avant, et la France, ils vont jouer comme d'habitude, hein, ils vont attendre les contres et ils vont jouer de manière très défensive. Donc, la Roja, vamos para la finale? J'espère en tout cas qu'ils vont passer. Ouais. J'ai dit ça aussi pour la Belgique, ça n'a pas fonctionné. J'ai dit ça pour le Portugal aussi, donc j'espère que c'est pas moi qui porte malchance. Ouais. Mais j'espère que l'Espagne passera. Ouais. Ok, l'Espagne passe. Célim. Moi, je sens quand même la France. La France, ça c'est le côté. Il sent le football et il comprend les joueurs. L'impact physique fait la différence. C'est ça. Pour moi, l'Espagne, je veux pas dire que en termes de maturité et tout, mais ok, il y a mal, ok, Williams et tout, mais ils ont jamais joué pour moi des grands matchs comme ça. Et je pense que ça va pas se passer comme on imagine. Je veux dire là, la France, c'est que des grands joueurs, c'est que des joueurs vraiment des champions dans leur club, des joueurs qui ont l'habitude des grands matchs. Et là, on commence à leur demi, il y a la finale qui est au bout du truc là. Et la France, ils ont les épaules pour moi, footballistiquement, tactiquement et aussi psychologiquement. Ouais, ils savent gagner les matchs en fait. Voilà. Ils savent gagner les matchs. Ils savent pas les perdre surtout. Voilà. Je suis pas assez objectif depuis le début. C'est vraiment supporterisme français ou quoi? Non, c'est plus la volonté, ce que j'ai envie de voir que je mets en avant et pas ce qui va réellement se passer. C'est triste, moi aussi. Moi, personnellement, je préfère largement le foot de l'Espagne, mais avec un peu de sérieux et on va dire plus à côté
professionnel, je vois la France. Ouais. Xavier. Moi, je suis obligé de dire l'Espagne. Mais oui. Voilà. Évidemment, un peu de romantique, Voilà, c'est important. Allez, l'Espagne. Bon, on va dire quand même l'Espagne, la France. Donc, l'anti-football, le football, c'est bien. Passons maintenant, évidemment, à une autre rencontre où là, vraiment, il est question d'anti-football et de football. Les Pays-Bas contre l'Angleterre. La question est simple. Les Pays-Bas, comment jouer pour éviter le piège anglais? Parce que c'est ça, hein, Xavier, on est face à un piège. L'Angleterre, elle n'existe pas dans le match, elle attend d'être menée pour ensuite égaliser, et après, derrière, elle attend les pénaltys pour tuer la Suisse. C'est comme ça que ça s'est passé en quart de finale. Est-ce que ça pourrait se repasser aussi comme ça en demi? Je pense que c'est possible. Et ça, je trouve que c'est un peu le syndrome de toutes les grosses nations ici dans l'Euro. Que tout à l'heure, au début, enfin un peu avant, tu parlais de est-ce que l'enjeu a pris le pas sur le jeu et tout ça. Au final, je pense que c'est pas vraiment l'enjeu. C'est juste que le souci, c'est que dans toutes les grosses nations, hormis l'Espagne, c'est tous des joueurs qui jouent dans des gros clubs. Ils arrivent ici à l'Euro, ils ont joué 60, 70 matchs depuis le début de la saison. Ils sont cramés physiquement. Enfin, Céline pourra certainement le dire. Et donc, au final, quand c'est comme ça, vaut mieux les entraîneurs, je pense qu'ils préfèrent ça. Vaut mieux assurer défensivement, ne pas prendre de goal. Dans le pire des cas, tu fais 0-0, prolongation et tout ça. Un petit goal, tu le mettras toujours. Que si tu te découvres trop, tu prends un goal, après, t'arrives pas à revenir derrière. Donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'on voit moins de jeux, parce que le souci, c'est qu'au final, il n'y a que les résultats. Et donc, c'est pour ça, en fait, vu qu'ils sont cramés, les joueurs, et même Carvajal l'a dit, ici, on va essayer d'aller le plus loin possible. Et puis après, on a encore la Coupe du Monde des clubs, ma famille. Donc, au bout d'un moment, les joueurs, ils peuvent plus suivre. C'est pour ça que on voit plus beaucoup de beaux jeux, que ce soit de l'Angleterre, des Pays-Bas ou de toutes les grosses nations aussi. Mais par contre, ici, je pense que l'Angleterre le fera pas, dans le sens où ils ont déjà joué 2 fois, ils sont déjà dans le dur physiquement, ils viennent de jouer 2 fois de prolongation, tandis que les Pays-Bas n'ont pas encore joué de prolongation. Donc, c'est 2 fois 30 minutes en plus. Ça peut jouer dans la balance si les Pays-Bas se découvrent pas trop, parce que même contre la Turquie, défensivement, c'était compliqué pour les Pays-Bas. Van Dijk, c'est plus le Van Dijk qu'on a connu il y a 2-3 ans à Liverpool. Hein, donc, on l'a senti, effectivement. Célim, tu rejoins Xavier, les joueurs sont carbo durant cet Euro? Ben, ouais, franchement, moi, un truc que les gens, ils se rendent pas compte, mais même jouer des matchs, c'est pas seulement le match, c'est le déplacement, c'est l'avion, il y a des joueurs, ils jouent la Champions League, ils jouent la truc. Moi, des fois, je me déplace à l'étranger pour coacher, je me dis, je suis KO. Genre, l'avion, les transports et tout. Et faire ça toute l'année. Plus se donner à fond pendant les matchs. Plus, là, arriver encore, avec des déplacements, des trucs. Et si en plus il y a des prolongations, mentalement et physiquement, ouais, ça pèse. Tu sens aussi que l'Angleterre pourrait trépasser à cause de ça? C'est aussi un constat que tu peux faire. Physiquement, la fraîcheur n'y est plus. Même des joueurs comme Bellingham sont plus capables de faire ce que moi j'appelle souvent le saut de qualité, le salto di qualità, pour aller chercher la différence, comme il a pu le faire notamment contre la Slovaquie. Je sais pas, parce que lui, physiquement, je trouve que c'est une machine. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait, je sais pas comment il s'entraîne, mais des fois je le vois courir partout à gauche, à droite, je me dis, il a un moteur quoi dans ses poumons. Et, à la Kanté, quoi. Ouais, mais voilà, on verra, je sais pas. Franchement, là, ça va se jouer au mental, ça va se jouer vraiment sur des petits détails. Et moi, j'ai bien aimé le changement tactique qui s'est passé aux Pays-Bas. Je voulais que la Turquie passe, parce que voilà, j'ai des origines turques, je vais souvent en Turquie. Ben oui, on se réjouissait que la Turquie passe, c'était 1-0. Je me suis dit, devant le match, je me dis, génial, on a Célim lundi, ça va être fantastique. Et ben non, voilà, non, patatras. Non. Et même à la dernière minute, si tu vois les actions qu'ils ont, l'autre qui met la tête, l'autre qui prend du genou. L'arrêt de Verbrugge est incroyable. Je me suis dit, non, ça passera pas cette fois-ci. Mais ouais, les Pays-Bas aussi sont intéressants. Hein. J'aime bien la gestion qu'il a fait sortir, je pense, 1 ou 2 jours à la mi-temps. Il en a sorti 2. Il y en a 2 qui sont sortis. Weghorst est rentré. Weghorst, pardon. Et peut-être c'est après qu'il a fait, mais en tout cas, il a fait des changements assez tôt. Et on a vu directement le changement d'équipe. Et c'était, j'étais même avec Vincent, parce que j'ai entraîné Vincent Boubacar la semaine passée. Il était chez moi, regardait un match chez moi. Et lui, tactiquement, il m'a dit, ouais, tu vas voir, il va faire sortir lui, le jeune là, il va faire rentrer Weghorst. Tu vas voir, il me dit, c'était 1-0 pour la Turquie. Il me dit, tu vas voir, c'est le Pays-Bas qui vont passer. Il me dit, je sens. Puis le match, comment je vois les Pays-Bas, ils viennent dans le match. J'ai dit, lui, c'est un visionnaire. Franchement, il m'a... Ou un marabout, on sait pas. Je sais pas. Les deux. Mais en tout cas, en fait, il regarde tellement les matchs. Moi, je regarde un peu, mais lui, c'est tellement un passionné. Ah ouais. Je te jure, il a, des fois, je regarde les matchs avec lui et là, c'était le cas. Je me suis dit, comment il a vu le truc? Comment il a senti le changement tactique et au final, c'est ce qui s'est passé. Et ouais, bon, tant mieux pour les Pays-Bas, c'est mérité.
Tout à l'heure, on parlait en off de Memphis Depay. Memphis Depay, il a quand même un rôle très très différent. On le voit comme un espèce de faux numéro 9. Il n'est pas vraiment un attaquant de déviation, pas vraiment un attaquant de prise de profondeur. Il est là pour essayer de remiser, d'aider son équipe, mais quelque part, il est plutôt, excusez-moi du terme, hein, mais il est dans un rôle d'emmerdeur, quoi. Ouais. Il est là pour ennuyer les défenseurs, pour essayer de leur mettre un petit peu sa présence dans les pattes, mais j'ai pas l'impression qu'on exploite à 100% son potentiel et que lui, il en a conscience et qu'il l'accepte en fait totalement. Mais je trouve qu'il joue très bien son rôle. Et mine de rien, il a quand même déjà marqué, il a déjà donné passe décisive, donc statistiquement, il est bien dans cet Euro et je trouve que son match face à la Turquie, il était très très bon. Donc non, moi je trouve que son rôle dans cette équipe nationale, c'est très bien et cette équipe des Pays-Bas, depuis le début, on la critique, mais moi je trouve que c'est une des équipes qui joue le mieux au football depuis le début de cet Euro. Quand on compare avec la France ou l'Angleterre, c'est tout à fait autre chose. Donc non, moi je suis content que ces Pays-Bas-là soient en demi-finale et c'est complètement mérité. Comment on joue, Thomas, pour je pense qu'il doit jouer comme ça. Après, l'Angleterre a quand même un peu mieux joué que les matchs précédents. Non, mais jouer comme ça veut dire quoi? Comment est-ce que les Pays-Bas peuvent formellement battre l'Angleterre? C'est ça que je veux dire. Bah déjà avec leur piston, je pense que c'est un très gros atout. Défensivement, comme tu le disais, Van Dijk n'a pas été au rendez-vous, mais il connaît le championnat anglais, il connaît ses adversaires, donc ça peut être un atout. Et le fait d'avoir un Depay qui est très emmerdeur, comme tu le disais, et qui joue très bien son rôle, non, je pense vraiment que ces Pays-Bas-là peuvent parfaitement battre les Anglais. Et puis il y a Gakpo quand même. Oui, Gakpo, ouais, c'est ça. Faut dire Gakpo qui est un joueur incroyable. C'est un des joueurs, alors tu parlais de fraîcheur tout à l'heure, qui a le moins de temps de jeu, cette saison. Oui, ça se remarque parce qu'il est très frais, parce qu'il est frivole, parce que sur les premiers appuis, tu sens qu'il a de l'énergie. C'est peut-être ça aussi qui manque à d'autres joueurs ou qui a pu manquer à d'autres joueurs. On pense notamment à notre équipe nationale avec des joueurs qui ont beaucoup joué pour pouvoir faire cette fameuse double accélération qui est extrêmement importante quand on est un ailier, Selim. Ouais, Gakpo, il faut pas oublier qu'à la Coupe du Monde aussi, la dernière Coupe du Monde, il avait fait une grosse Coupe du Monde. Et je pense que ce joueur-là, il a quelque chose aussi, pas comme un Mbappé, mais tu vois, quand il y a des gros matchs, il est présent. Et donc ouais, il faudra compter sur lui aussi en demi-finale. Mais il manque un peu. Ce qui me dérange un peu chez lui, des fois, il fait des trucs techniques où il a pas ce drive, ce truc en plus. Mais il est propre, il est efficace. Il manque de justesse, c'est ça que tu es en train d'expliquer. Il est un peu trop grand. C'est pas de la justesse, mais c'est, tu vois, ce petit truc technique, un peu comme un Williams, ou un peu comme un Mbappé. Enfin, tu vois, il est dans la simplicité, des fois un peu, bon, après, il court beaucoup, il est tellement sur les efforts que je me dis, voilà, il faut la lucidité. Même Bellingham, on a vu techniquement, des fois, il y a des trucs qui sont, tu vois, la manière de conduire la balle, il n'y a pas cette explosivité. Donc, voilà, ça se ressent, je pense, avec l'intensité des matchs. Je trouve qu'il a plus une carrière de numéro 9, Gakpo. Quand tu compares avec un Doku, un Williams, tu vois, c'est des petits joueurs. On en a eu un de profil comme ça en Belgique, Nasser Chadli. Il ressemblait beaucoup à ça. Ouais, c'est vrai. C'était des joueurs qui ne réussissaient pas dans notre championnat, mais qui par contre, aux Pays-Bas, avaient une raison d'exister et qui avaient la possibilité d'être performants. C'est des profils relativement uniques. Hein. Il y en a pas beaucoup des Gakpo sur le marché. Non. Vraiment. Mais c'est un joueur qui, en tout cas, peut faire la différence sur un côté droit où on a senti, tout à l'heure, tu parlais de la fatigue de l'Angleterre, Kyle Walker éteint, en fait. Il est aux fraises, Xavier. Mais regarde, comme tu prends l'exemple de Kyle Walker, c'est un gars qui joue à City, ils vont toujours très loin en Ligue des Champions, très loin en Cup, très loin en FA Cup, parce qu'il y a 3 compétitions, et en championnat, ils vont toujours jusqu'à la fin, donc lui, typiquement, c'est le genre d'exemple, à mon avis, je connais pas son nombre de matchs, mais il doit être très très haut fin de saison, et c'est ça qui explique aussi l'Angleterre. Et l'Angleterre, de manière générale, c'est pas que dans cette Euro 6, je sais pas si vous vous rappelez, même toutes les années, en fait, le 6, qu'en Angleterre, ils jouent tellement de matchs avec la Cup, la FA Cup et tout ça, c'est qu'à chaque fois, quand il y a des compétitions en juin, à la Coupe du Monde, ça allait un peu mieux, parce qu'ils étaient qu'à la moitié de leur match. Ouais, c'était ça, ils arrivent toujours cramés, et ça qu'on fait toujours leur proche aux Anglais, ça, c'est vrai que ça joue bien, ils ont plein de qualités, mais ils arrivent toujours cuits au grand tournoi. Pays-Bas, Angleterre, le prono de Selim. Qu'est-ce qu'il en pense, Selim? Là, moi, ça va se... Penalty? Allez, ça se joue au péno ou pas? Non, prolongation. Prolongation, il y aura des prolongations. Allez, prolongation, et puis après, derrière, advienne que pourra. Inch'Allah team, et puis on verra bien. Thomas? Moi, c'est qu'une question d'envie, encore une fois, j'aimerais que les Pays-Bas passent
en finale. Oui, mais ça, le fait que t'aimerais bien, Ouais. moi aussi, j'aimerais bien demain acheter une Ferrari. Mais ça moi, n'a je rien à préfère voir. je préfère dire ce que je veux que ce qui va se passer, parce que je ne sais pas du tout ce qui va se passer. D'accord, tu sais pas ce qui va se passer, donc du coup, C'est impronosticable, hein, Ok. on va pas Bah, se mentir. donc possiblement, prolongation, ça Oui, tient oui, ça tient la route. prolongation, penalty, 10 cartes rouges, 2 buts contre son camp, je sais Voilà, pas. on va se calmer. On verra. C'est bon, ça va bien se passer, Thomas. Très bien. Bon, on est OK sur les prolongations, en tout cas des deux côtés. Donc, un match extrêmement équilibré. Xavier, toi, ça penche plus sur les Pays-Bas, de ce que j'entends. Moi, je pense prolongation aussi, mais moi, j'ose me mouiller de dire les Pays-Bas, mais ça va être Heureusement que t'es compliqué là. quand même. Heureusement que t'es là, notre émission. Hein, merci beaucoup, Xavier. Merci. Avec Merci. plaisir. Bah, écoutez, je pense que c'était une super émission. Célim, merci beaucoup d'être venu. Avec Tu es plaisir. le bienvenu la saison prochaine. En tout cas, tu viens quand tu veux. Sache-le. On a passé un Ça très bon marche. moment. Et puis, Moi aussi. t'es très content d'entendre un petit peu tes analyses. Merci beaucoup, en tout cas. Thomas, bah, on se voit rapidement, hein, donc Ouais. jeudi prochain. Avec une finale Espagne-Pays-Bas. Et avec une finale Espagne-Pays-Bas. Allez, c'est magnifique. Xavier, merci beaucoup. Avec plaisir. Et puis nous aussi, bah, on se voit jeudi. Et puis vous aussi, on se revoit jeudi. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Dites-nous, bien sûr, qui de l'Angleterre ou les Pays-Bas va aller la chercher. Du côté d'Espagne français, la même chose. On vous lira, comme d'habitude, dans les commentaires. N'hésitez pas, à chaque fois, le like, c'est extrêmement important. Et abonnez-vous pour la force. C'est toujours aussi le mieux pour nous. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.